organisateurs de nous avoir conviés à cette journée. Alors très rapidement, les micro-organismes, les cyanobactéries, pour nos amis gestionnaires, sont des micro-organismes photosynthétiques qui peuvent être capables de produire des cyanotoxines. Et elles peuvent aussi proliférer sous certaines conditions de manière très conséquente. Alors, tout à l'heure, on a évoqué plusieurs millions, voire plusieurs milliards de cellules par millilitre d'eau. Donc, ces proliférations sont favorisées par différents facteurs qui font à l'heure actuelle consensus scientifique, c'est-à-dire que les températures conséquentes et un ensoleillement important suivi de fortes concentrations en nutriments, ont considérablement favorisé la prolifération de ces organismes, avec de nombreuses conséquences, comme vous le savez, d'ordre écologique, sanitaire et économique. Donc pour les gestionnaires, ça devient vraiment un vrai casse-tête pour gérer les masses d'eau concernées par ces proliférations. Et depuis ces dernières années, de nombreuses méthodes ont vu le jour, dont des méthodes curatives. Je serais peut-être plus à l'aise comme ça. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des dispositifs à ultrasons que certaines sociétés proposent pour limiter les proliférations de cyanobactéries. Donc ces ultrasons sont basés sur un procédé relativement simple selon les fournisseurs. Donc ce sont des sondes qui vont émettre des ultrasons. Ces sondes sont fixées soit sur une bouée, soit sur un radeau. Et l'émission de ces ultrasons vont être défavorables aux cyanobactéries. Alors, comment ces ultrasons peuvent être défavorables aux cyanobactéries? Et ben, apparemment, ces ultrasons détruiraient en fait les pseudo-vacuoles de certaines cyanobactéries qui ne pourraient plus réguler leur flottaison dans leur colonne d'eau et couleraient vers les profondeurs du lac. Sans lumière, les cyanobactéries dépériraient et finiraient par mourir. Donc ces dispositifs, j'ai fait un petit peu le tour de la littérature, enfin plutôt des fournisseurs d'ultrasons, et on retrouve une efficacité sur 400 mètres, un rayon d'action 400 mètres à 360 degrés, soit 50 hectares de plan d'eau. Donc ici, vous voyez bien que cette solution paraît quasiment miraculeuse. Et nous, en tant que bureau d'études et aussi personnel scientifique, on s'est posé la question de savoir quels étaient les effets de ces ultrasons sur les cyanobactéries. Alors pour ce faire, on a étudié un site qui se situe sur le fleuve Loire. C'est un lac de barrage conséquent qui va faire à peu près 800 hectares avec une longueur de 32 km. Encore une fois, comme c'est un grand lac, il y a beaucoup d'usages sur celui-ci. Donc, ça va aller de régulation des débits de la Loire à une production hydroélectrique avec de nombreuses activités récréatives. Donc ici, vous pouvez voir que vous avez deux baignades sur ce lac, une baignade en amont et une baignade en aval. On y reviendra tout à l'heure. Donc malheureusement, ce site est touché par de nombreuses proliférations de cyanobactéries, comme vous pouvez le voir ici sur ces photos. Donc ici, c'est carrément une image de Google Satellite. Donc vous voyez, donc on est situé au niveau de la baignade en amont, et vous voyez des nappes, carrément une marée verte, hein. C'est pas une marée noire, mais une marée verte de cyanobactéries qui peuvent s'accoler ou s'accumuler sur des berges sous l'impulsion du vent ou encore du fleuve Loire. Dans ce contexte, les gestionnaires ont décidé de mettre, à partir de l'année 2019, plusieurs dispositifs pour essayer d'améliorer l'activité de baignade et les restrictions liées aux proliférations de cyanobactéries. Donc, l'objectif de cette étude, je pense que vous l'avez compris, c'était de mesurer cet impact des ultrasons, ce potentiel impact des ultrasons sur les cyanobactéries. D'accord. Donc, on a découpé cette étude en deux grands axes. Déjà, est-ce que les dispositifs à ultrasons permettent-ils d'augmenter la durée de l'activité baignade et des activités récréatives sur les sites concernés? Et comment les ultrasons peuvent ou non influencer la distribution des cyanobactéries? Alors j'attire votre attention tout de suite, c'est qu'ici on se retrouve quand même sur un lac qui fait plus de 800 hectares et c'est quand même compliqué de mettre en évidence un seul facteur
en milieu naturel, puisque les proliférations de cyanobactéries peuvent être provoquées, favorisées ou défavorisées par plusieurs dizaines de facteurs qui peuvent être d'ordre écologique, comme par exemple la compétition pour une ressource ou la prédation par certains organismes, les facteurs météorologiques, on l'a évoqué tout à l'heure, une année pluvieuse sur certains sites sera plus défavorable à des cyanobactéries, la nature du bassin versant et la conciliation des usages. Je vous rappelle qu'ici, on est sur un lac il peut avoir de la production hydroélectrique. Donc le marnage, c'est-à-dire la variation du niveau d'eau, peut être très importante et favoriser ou défavoriser les cyanobactéries. Et tous ces facteurs sont interconnectés entre eux. Donc ici, on a essayé de prendre du recul par rapport à tout ça et de voir comment, au milieu de ces facteurs, les ultrasons pouvaient avoir ou non un effet. Donc ici, on va se focaliser uniquement au cours de cet axe sur est-ce que les ultrasons ont permis d'augmenter la durée de l'activité baignade sur le site concerné. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a deux baignades, la baignade amont qui est concernée et qui n'a jamais eu un effet des ultrasons, et la baignade aval, puisque le mur de la retenue se situe ici, et avec ultrasons, sous l'influence des ultrasons qui ont été installés depuis l'été 2019. Donc en Assuré, vous pouvez voir normalement l'influence théorique des 9 dispositifs à ultrasons installés en juillet 2019. Donc pour pouvoir répondre aux questions, on a essayé de faire déjà différentes comparaisons. C'est-à-dire, dans un premier temps, une comparaison temporelle avec une série de données prenant plusieurs années sur la baignade aval, donc en prenant les cinétiques des cyanobactéries avant que les ultrasons aient été mis en place, et ensuite pendant les 3 ans où les ultrasons ont été mis en place. Ensuite, sur la période 2019-2021, on a comparé la baignade amont sans ultrasons et la baignade aval sous l'influence de ces ultrasons. Donc ici, vous avez les résultats en fait, du suivi sanitaire que l'ARS le département de la Loire nous a fourni, qui sont de l'année 2015 à 2021. Ce sont des dénombrements issus selon la directive du 23 mai 2014. Donc ici, on est en abondance cellulaire avec le nombre de cellules totales et le nombre de cellules toxinogènes. Suivant cette directive ou cette circulaire, je vous rappelle que le nombre de cellules, le seuil de fermeture de la baignade était de 50 000 cellules toxinogènes. Dans certains départements, il était à 100 000 cellules toxinogènes. Déjà, première remarque, c'est que depuis de 2015 à 2021, on a quand même observé des dépassements de seuil pour toutes les années. Ici, en rouge, vous avez les périodes d'ultrasons, d'utilisation des ultrasons. Donc la question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'il existe un effet de ces ultrasons sur cette période? Excusez-moi. Donc pour ce faire, on a comparé en fait la fréquence de fermeture, c'est-à-dire lorsqu'un échantillon compté dépassait le seuil des 50 000 cellules toxinogènes par millilitre sur le groupe d'années sans l'influence des ultrasons et avec le groupe d'années pour l'influence des ultrasons. En gros, ici, on peut dire que la fréquence de fermeture sur notre site d'étude est autour d'un échantillon sur 2 à un échantillon sur 3. En faisant des analyses statistiques, on a pu montrer en fait qu'il n'existait aucune différence significative entre le groupe d'années sans ultrasons et le groupe d'années avec ultrasons. Alors ici, on a quand même l'impression qu'il y a une petite tendance qui se dessine. Alors je me suis dit peut-être que j'étais trop dur dans mes analyses. Un seuil de 50 000 cellules toxinogènes est peut-être trop bas. Il y a peut-être un impact des ultrasons. Donc j'ai choisi de faire le même calcul, mais avec un seuil à 100 000 cellules toxinogènes. Et au contraire, on retrouve toujours le même résultat et on réduit l'écart visuel. Donc tout ça pour dire que les ultrasons, statistiquement, n'ont pas permis de réduire les fermetures de baignade sur le site concerné. Alors maintenant, on va parler de l'aspect spatial, c'est-à-dire qu'on va comparer les baignades avec ultrasons avec la baignade sans ultrasons. Donc ici, vous avez le graphique que je vous ai présenté à l'instant avec la cinétique uniquement de 2019 à 2021. Et là, vous avez exactement la même cinétique pour la baignade sans ultrasons.
on remarque instinctivement qu'il y a une tendance similaire sur les deux sites. Si on va un petit peu plus loin dans la description, on remarque que pour l'année 2019, on suit une oscillation entre 20 000 et 100 000 cellules sur les deux sites. En 2020, on a une forte augmentation pendant le mois de juin, mais suivie d'une forte diminution des cyanobactéries, qui sont quasiment plus retrouvées jusqu'à la fin de l'année. Mais c'est visible sur les deux sites. En 2021, on a une forte diminution, suivie d'une forte augmentation. Donc, on peut arriver à la conclusion que l'évolution des cyanobactéries ont des tendances similaires sur les deux sites, donc indépendantes de l'effet des ultrasons. Alors, que se passe-t-il au niveau aussi de la diversité des cyanobactéries? Donc, on remarque, en fait, au niveau des cyanobactéries dominantes, qu'on a exactement les mêmes espèces sur les deux sites. Par exemple, en 2019, on retrouve les genres de cyanobactéries Aphanisomenon et Microcystis. En 2020, vous avez le genre Psonadabena. Et en 2021, vous avez le genre Gymnotrix plus Pseudadanabena en début de saison, puis Aphanisomenon qui remonte progressivement sur les deux sites. Pour parenthèse, ces 4 genres sont considérés comme potentiellement toxiques. Donc, voilà, donc on a encore une fois la même dynamique sur les deux baignades. Et donc, cette dynamique n'est pas liée aux ultrasons. Donc, on peut conclure que les ultrasons n'ont pas d'effet significatif sur la distribution des cyanobactéries. Alors, pour conclure sur cet axe, vous pouvez voir que ce soit sur l'aspect temporel ou sur l'aspect spatial, les ultrasons n'ont pas permis de limiter les fermetures de baignade sur la plage du site concerné. Alors, on a voulu quand même, encore une fois, aller plus loin dans notre analyse et de savoir maintenant si les ultrasons influençaient ou non la distribution des cyanobactéries. Alors là, on va se focaliser uniquement sur la partie aval, qui est concernée donc, par les ultrasons. Vous voyez ici, on a fait un zoom sur le lac avec la position de la baignade qui est concernée par ce traitement et la position aussi des 9 dispositifs à ultrasons, de ici à ici. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils sont censés couvrir une zone de plus de 200 hectares. Et tout l'intérêt est maintenant de comment mesurer un impact potentiel sur ces 200 hectares qui reste quand même relativement une zone considérable en termes de surface. Alors, on l'a évoqué aussi tout à l'heure dans les questions, on a utilisé en fait une sonde qui est capable de mesurer la phycocyanine, c'est-à-dire un pigment typique des cyanobactéries. Et cette sonde qu'on a utilisée, c'est une sonde BBE, donc qui va nous donner une valeur en équivalent chlorophylle A, qui va nous permettre, c'est une sonde portative et immergeable, donc on va avoir sur de 0 à 20 mètres, on n'a pas été plus loin que 20 mètres de profondeur, d'avoir la concentration en cyanobactéries, donc sur la répartition verticale sur chaque point de 0 à 20 mètres, mais aussi de comparer à l'aspect spatial, c'est-à-dire vraiment à proximité des ultrasons, un petit peu plus loin, et de voir si on a un impact de ces dispositifs sur la répartition des profils verticaux des cyanobactéries. On a réalisé 2 campagnes d'acquisition, le 31 juillet et le 29 août 2019. Pour des raisons de redondance et de timing, on va vous présenter uniquement les résultats du 29 août 2019, puisqu'on arrive exactement aux mêmes conclusions sur les 2 dates. Alors, avant de partir dans l'analyse des cartographiques, on s'est dit quels effets les cyanobactéries pouvaient avoir suivant les indications des fournisseurs. Donc ici, vous avez une situation classique de prolifération sur un lac de barrage, c'est-à-dire des cyanobactéries qui occupent principalement les couches de surface. On appelle généralement, elles sont dans la zone euphotique, puisque les cyanobactéries vont se servir de la lumière pour leur croissance. Donc on les retrouve, suivant les lacs, de 0 à 8-10 mètres de profondeur. Généralement, à partir de 10 mètres, on ne voit plus aucun organisme phytoplanctonique, que ce soit les cyanobactéries ou d'autres microalgues. Que va-t-il se passer si on traite avec des ultrasons? On s'est dit, peut-être qu'il va y avoir un halo de décroissance, c'est-à-dire qu'à proximité des ultrasons, il ne va pas y avoir quasiment aucune cyanobactérie, et plus on va s'éloigner de ces ultrasons, plus on va s'éloigner de la source, plus les cyanobactéries vont commencer à se retrouver en grande concentration.
On s'est dit aussi peut-être qu'on va retrouver des cyanobactéries anormalement en profondeur, à plus de 10 mètres de profondeur, puisque suivant les fournisseurs, les ultrasons vont casser ces pseudo-vacuoles et faire sédimenter, faire couler ces cyanobactéries. Et si ces ultrasons sont si miraculeux, on devrait trouver aucune présence de cyanobactéries ou une quasi-absence des cyanobactéries. Au contraire, s'il n'y a aucun effet de l'impact des ultrasons, on devrait retrouver une situation relativement similaire à notre situation initiale. Donc ici, je vais vous présenter donc les résultats de cartographie pour la répartition des cyanobactéries à uniquement 1 mètre sous la profondeur, puisque la sonde va prendre une mesure à peu près tous les 50 cm. Là, on a choisi de traiter les résultats 1 mètre sous la profondeur. Et ce sera les cyanobactéries qui sont le plus sensibles aux ultrasons. Donc ici, vous avez la représentation, une modélisation de la répartition des cyanobactéries sur le lac, le site d'étude. Donc vous avez la concentration, plus on va vers les rouges, plus on est concentré, c'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à 40 microgrammes équivalent chlorophylle A dans cette zone là, juste à côté de l'ultrason ou à l'aval du barrage. Et on remarque que quand même déjà, la concentration, la répartition des cyanobactéries est relativement hétérogène. Alors, en plus, on ne voit pas de halo de décroissance conséquent. Je vous rappelle que les ultrasons, les dispositifs sont vendus pour avoir une efficacité d'un rayon d'action de 400 mètres. Là, vous voyez l'échelle, on est à 500 mètres. Alors, peut-être ici, on a un petit halo de décroissance, mais ça ne dépasse pas les 20 mètres. Ici ou ici, mais on n'est que sur 3 dispositifs sur 9, on ne peut pas conclure à un effet et on peut juste dire que l'impact des ultrasons sur la distribution des cyanobactéries est vraiment très limité. D'autant plus qu'on a la même tendance pour le 31 juillet. Donc là, on s'est focalisé uniquement sur la surface. Maintenant, on va aller voir, on va faire des tranches de lac pour voir ce qui se passe en profondeur. Donc on va s'intéresser encore une fois. On part de cette carte, et là, on fait vraiment une coupe, comme vous coupez une tranche de pain. Et bien là, c'est une tranche de lac qui nous permet d'aller de la rive gauche à la rive droite, de 0 à quasiment 20 mètres de profondeur. Donc ici, vous avez l'axe, c'est la distance en mètres de la rive gauche à la rive droite. Cet axe, c'est la profondeur de 0 à 17 mètres. Et plus on va aller vers des concentrations importantes en cyanobactéries, encore une fois, plus les couleurs vont être chaudes vers le rouge. Et au contraire, quand il y aura une absence de cyanobactéries, on va être vraiment vers un bleu très foncé. Donc, sur ce transec 0, où on est quand même relativement loin des dispositifs à ultrasons, déjà on peut remarquer qu'il n'y a pas de cyanobactéries en profondeur. Cette distribution est encore une fois hétérogène, puisque en rive droite, on retrouve plus de 40 microgrammes équivalent chlorophylle A, alors qu'en rive gauche, on est à peu près la moitié. Et on remarque la même tendance pour le 31 juillet, mais ce qui va nous intéresser, c'est de voir qu'est-ce qui se passe à proximité immédiate des ultrasons. Donc ici, on a matérialisé la position de l'ultrason, et on voit exactement la même chose, une répartition hétérogène. Beaucoup de cyanobactéries en rive droite, très peu en rive gauche, mais on n'en observe pas en profondeur. On a l'impression qu'il n'y a pas, il n'y a pas de halo de décroissance, que l'effet des ultrasons est limité, voire quasiment inexistant. Encore une fois, pour le transect sur cet ultrason, on remarque la même tendance. Sur le transect 3, encore la même tendance. Et il y a peut-être sur le transect 4 un halo de décroissance, mais qui est de l'ordre de 20 mètres, 20-25 mètres. On est loin des 400 mètres évoqués. Et en plus, on perd juste quelques pourcentages. On est de l'ordre d'une diminution de 10 à 20%. Et comme je vous l'ai expliqué juste avant, c'est le seul transect où on observe ce type de phénomène. Donc on est en droit de se poser la question, est-ce que c'est un effet des ultrasons ou ça peut être un effet, par exemple, de l'affluent qui arrive ici, qui se jette dans le lac et qui peut provoquer un effet de dilution des cyanobactéries. Donc au vu de tous ces résultats, on ne peut pas conclure sur un effet significatif des ultrasons sur les cyanobactéries et dire que vraiment c'est très très limité. Pour conclure sur la présentation, déjà, que ce soit sur l'activité baignade ou sur la distribution des cyanobactéries,
on ne peut pas dire qu'en tout cas dans notre site d'étude, on ait observé un impact significatif des ultrasons. En plus, il faut savoir que le coût de ces ultrasons est relativement cher, puisque la mise en place de ces 9 dispositifs en 2019 a coûté plus de 150 000 € aux gestionnaires, plus un entretien annuel et des avaries qu'on peut observer à cause du marnage du lac ou liées aux conditions climatiques. Alors, on a essayé quand même d'aller plus loin, puisqu'on a eu la chance d'étudier d'autres plans d'eau. Parce que là, le barrage en question fait quand même 800 hectares. On s'est dit, bon, bah, peut-être qu'il y a trop d'eau pour ces ultrasons. On a eu la chance l'année dernière d'étudier un site dans le département de l'Allier qui, lui, fait 8 hectares et qui est très peu profond. On est à 1 mètre, 1 mètre 20 de profondeur. Donc vraiment, on est à l'opposé de l'autre site d'étude. Donc ici, vous avez encore une fois la modélisation des cyanobactéries, de la biomasse des cyanobactéries sur le lac d'intérêt avec la zone de baignade. Donc ici, on est un petit peu plus modéré en concentration de cyanobactéries, mais puisqu'on ne va pas à plus de 20 microgrammes équivalent chlorophylle A par litre. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on remarque qu'un des pics de cyanobactéries se situe au maximum de développement se situe pile sous les ultrasons. Si on fait encore une fois une coupe dans le lac, on voit que on n'observe aucun halo et que l'impact est encore une fois très limité, voire quasi inexistant. Donc, on peut arriver à la conclusion que les dispositifs à ultrasons ne semblent pas pouvoir limiter les proliférations de cyanobactéries dans les masses d'eau. Et là où je voudrais attirer votre attention, c'est qu'en tant que gestionnaire, il faut aussi prendre du recul par rapport à beaucoup de choses, puisqu'on entend par exemple dans la presse que d'une année sur l'autre, les ultrasons ont permis de gagner 20 jours de baignade, 100 jours de baignade ou quelque chose comme ça. Comme on l'a vu dans la présentation, ce qui conditionne les proliférations de cyanobactéries, on a des dizaines de facteurs et à des fois, c'est seulement des fausses corrélations. Donc, toutes les données vraiment scientifiques, on a creusé un petit peu la question, il n'y a aucune donnée qui existe qui a montré un effet positif des ultrasons sur les cyanobactéries. En plus, on manque quand même relativement de recul, que ce soit scientifique, sur l'impact sur les autres organismes, puisqu'on ne sait pas si les ultrasons vont avoir un impact sur les autres composants de l'écosystème, et aussi l'impact d'une exposition chronique au cours pour les baigneurs sur le long terme. Et en plus, comme on l'a évoqué tout à l'heure à la fin de la dernière présentation, les ultrasons ne vont pas permettre d'améliorer la qualité de l'eau. Sur les nutriments qui favorisent les cyanobactéries, vous pouvez mettre 50 ultrasons, ça ne va jamais diminuer les concentrations en nitrate ou en phosphore. Donc pour finir sur une note un petit peu plus positive, il faut savoir quand même que des solutions viables existent et que, bon, là, je fais un petit peu du teasing pour les présentations de cet après-midi, mais on a pu voir, et vous aurez l'occasion, Aurélien Madevon, cet après-midi, aura l'occasion de présenter ses travaux. Mais on a pu, les solutions viables, c'est vraiment s'attaquer à la charge en nutriments, c'est-à-dire de diminuer les apports en nitrate et en phosphore, et augmenter les capacités d'auto-épuration du lac. C'est ce qui s'est passé sur le lac d'Eda, qui était touché par des proliférations récurrentes de cyanobactéries jusqu'au début des années 2010, même au milieu des années 2010, et qui, depuis une petite dizaine d'années, a une qualité de l'eau qui a augmenté considérablement. Je ne vais pas détailler plus. Aurélien aura l'occasion cet après-midi de vous présenter l'intégralité des travaux réalisés. Voilà, je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Benjamin. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, je vois déjà des mains qui se lèvent. Ronel. Bonjour, merci pour la présentation. Je m'appelle Sarah Goubet, je suis chargée de projet chez Watershed Monitoring Europe à Strasbourg. Je voulais savoir si, au-delà de la non-efficacité des ultrasons sur la biomasse des cyanobactéries, est-ce que en plus vous aviez pu étudier l'effet de ces ultrasons sur le stress cellulaire des cyanobactéries et si peut-être ça avait augmenté leur production de toxines, par exemple?
C'est une très bonne question qu'on s'est posée, mais malheureusement, on n'a pas eu des budgets pour aller plus loin dans les analyses. Mais c'est une question qu'on redoute, puisque maintenant, les seuils de fermeture des activités récréatives sont très bas au niveau des cyanotoxines. En fait, l'installation des ultrasons peut potentiellement avoir un effet inverse en stressant les cyanobactéries et en induisant involontairement une production de cyanotoxines. Oui, mais malheureusement, oui, on n'a pas pu aller plus loin dans nos analyses. Il y a une question en bas. Bonjour, Nicolas Clercin, Société Aquabio. J'ai une question un peu plus technique, mais j'aurais aimé savoir déjà quelle fréquence vous avez utilisée sur les ultrasons. Peut-être qu'elle est déjà fixée par l'instrument fourni par le constructeur. Et apparemment, ça ne marche pas. Mais avez-vous pensé potentiellement à faire varier cette fréquence et en intensité, ou en durée, en continu, en discontinu? Après, là, c'est vraiment des données constructeurs. Quand on regarde sur les sites, les fréquences peuvent être potentiellement changées, mais on reste généralement sur des intensités de basse fréquence pour justement éviter d'avoir des impacts aussi sur les autres organismes. Et donc, on ne sait pas quelle fréquence précise a été utilisée par les ultrasons, puisque nous, le but, c'était de voir juste si il y avait un impact ou pas des ultrasons, mais on n'a jamais été dans la calibration des appareils. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a étudié sur 3 ans et 2 sites différents, et on n'a pas pu mettre en évidence d'impact de ces dispositifs. Après, les fréquences utilisées, là, il faudrait directement demander au constructeur. Peut-être que la fréquence n'était pas adaptée pour éclater les vacuoles. Après, il faut savoir que toutes les cyanobactéries n'ont pas forcément des vacuoles à gaz. Donc déjà, le principe paraît bancal dès le début. Mais oui, peut-être en faisant varier. Mais en fait, toutes les études, les retours qu'on a, c'est que quand on prend des grandes séquences temporelles, sur différents sites, on a pu discuter avec des gens qui sont plus dans le sud-ouest, où en fait, pour l'instant, il n'y a aucun effet positif des ultrasons sur toutes les études sérieuses qui ont été menées. Enfin, à notre connaissance, en tout cas. Merci. Juste à côté de vous, il y a le monsieur qui... Bonjour, Jérémy Aubon, laboratoire Terrana. Je rebondis sur votre remarque et je me demandais si vous aviez observé si les cyanobactéries non productrices de pseudovacuoles avaient été favorisées justement par le traitement. Eh ben, quand on peut l'observer, on n'a pas fait sur nos mesures. En 2019, on a fait juste des dénombrements sur un point, parce qu'après, on n'avait pas les moyens financiers et humains de faire 180 comptages microscopiques. Après, avec les données de l'ARS, quand on voit l'évolution des cyanobactéries sur les 3 ans, je peux reprendre cette diapositive, un peu loin. Voilà. Mais de mémoire, Christophe me corrigera si je dis une bêtise, mais ce sont tous des cyanobactéries avec aérotope et pseudovacuoles. En tout cas, l'Hypnotrix, si j'avais un doute pour Pseudanabena, mais je regardais dans le Comarex, suivant les espèces, il y a des pseudovacuoles ou pas, mais ce ne sont pas des espèces connues pour ne pas avoir de pseudovacuoles, donc il n'y a pas eu de changement d'espèces de cyanobactéries avec l'impact des ultrasons, puisqu'on retrouve exactement les mêmes compositions sur les 2 baignades, une avec ultrasons et une sans ultrasons, et en fait, on a les mêmes variations d'espèces. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Non. Émilie, il y a des questions? Alors, il y a plusieurs personnes qui ont évoqué l'impact sur les autres organismes de l'écosystème. Donc, est-ce que l'impact des ultrasons a été évalué? Et une personne a demandé si cette évaluation était faite en mésocosme. C'est une bonne question. Je pense qu'il n'y a pas eu, justement, on est sur un flou artistique où il y a très peu d'impact d'études, en tout cas universitaires,
ou d'études vraiment cadrées qui ont été faites sur l'impact, et notamment l'impact long terme des ultrasons sur les autres organismes. C'est pour ça qu'on se pose la question aussi sur les baigneurs. Peut-être que d'être exposé à côté d'un dispositif fréquemment peut induire quelque chose, mais pour l'instant, je n'ai pas de données à notre connaissance qui existent à un impact ou un non-impact des ultrasons, que ce soit à toxicité aiguë ou toxicité chronique. Il y a aussi une question sur la fréquence, donc ça a déjà été évoqué, mais aussi la puissance de ces ultrasons. Encore une fois, c'est des données constructeurs, mais les ultrasons, après, si on passe sur des ultrasons haute fréquence, je pense que d'expérience, il va y avoir des impacts sur les autres organismes. Là, le but, moi, c'est en cherchant un petit peu les données, en faisant plusieurs constructeurs, parce que voilà, je voulais avoir un maximum d'informations. Ils vendent tous les mérites d'utilisation basse fréquence, justement pour casser ces pseudo-vacuoles. Mais s'ils augmentent la fréquence, à mon avis, ça sera pas, on va avoir des gros risques sanitaires par rapport à ça, enfin par rapport aux autres organismes. Il y a une remarque aussi de Monsieur Laforgue sur. Alors, il indique que les résultats étaient prévisibles compte tenu du fonctionnement en flux amont-aval dans ce plan d'eau. Oui, tout à fait. Enfin, les résultats étaient prévisibles, oui et non. On sait qu'il y a beaucoup de cyanobactéries en amont. Après, il faut savoir qu'en aval, on en retrouve, on connaît bien ce site, on en retrouve généralement moins en aval qu'en amont, puisqu'il y a une consommation des nutriments qui se fait le long du lac. Et généralement, on est à un facteur en amont par rapport en aval. Donc au final, c'était pas forcément prévisible. Et nous, on est parti sans aucun a priori. On aurait bien aimé faire des campagnes, intégrer une plus grande zone d'études pour voir, peut-être faire 400 hectares, mais le problème après, c'est les moyens humains. On a fait déjà, ça prend beaucoup de temps de faire 140 profils, une journée de 12 heures. Après, on ne peut pas étendre indéfiniment la zone d'études, donc on a été contraint à travailler uniquement sur la zone potentielle d'influence des ultrasons. Cette personne ajoute que, enfin, vous avez évoqué un halo de décroissance qui avait été possible sur 3 dispositifs. 3 sur 9, mais vraiment restreint. De 20 mètres. De 20 mètres, voire moins, et c'est peut-être une simple coïncidence puisque on ne le repère pas à chaque dispositif. La personne se demandait en fait, enfin lui, il annonce que les distances de portée sont plus faibles que les 400 mètres que vous avez évoqués. Et il y a aussi Myriam Bormans de l'Université de Rennes qui demande sur quelle étude scientifique la valeur de 400 mètres a été évaluée. Alors, encore une fois, nous, on est juste, on était neutre. On n'avait aucun parti pris. On nous a demandé de faire l'étude, de mettre en place notre expertise pour évaluer l'impact de ces ultrasons qui étaient mis en place. C'est en regardant sur les sites de vente des ultrasons. Vous tapez ultrasons, cyanobactéries, vous trouvez plusieurs fournisseurs et on recoupe vraiment sur ce rayon d'action de 400 mètres et de 50 hectares par dispositif. On voit, enfin en tout cas, nous, justement, avec notre étude, on n'a pas vu cet effet qui est vendu, en tout cas. Il y a également une question sur les effets vraiment sur les cyanobactéries. Donc, est-ce que les ultrasons provoquent la production des akinettes dans le sédiment? Ça, je pense que c'est une question à laquelle vous pouvez répondre comme suite. Honnêtement, je pense pas directement dans le sédiment parce que ça marche pas comme ça. Mais après, si on arrive à stresser les cellules, il y aurait peut-être une production d'akinettes pour certains genres de cyanobactéries. Il faut savoir que toutes les cyanobactéries ne sont pas capables de faire des akinettes. Par exemple, ici, sur les 4 observés, il y a le seul genre Aphanisoménon qui en est capable d'en faire. Mais je pense que déjà d'évaluer le stress de ces cyanobactéries ou des autres organismes par rapport aux ultrasons et de voir s'il y a une augmentation de toxines avant de voir s'il y a une production d'akinettes est prioritaire. Ça a été évoqué d'ailleurs, parce que, à savoir, est-ce qu'il y a vraiment éclatement des cellules de cyanobactéries ou est-ce que c'est simplement un effet physiologique qui va diminuer leur croissance? Donc ça a été évoqué, et parce que certains pensent que ça peut éclater les cyanobactéries, libérer les toxines, et donc que ce ne serait pas une méthode intéressante pour la production d'eau potable.
De toute manière, oui. Alors il y a beaucoup de gens qui se sont posé la question justement de l'éclatement des cellules, mais c'est pour ça, je pense que les fabricants expliquent que ça n'éclate pas les cellules et seulement les vacuoles. Et au vu des résultats, on est en droit de se demander, même si ça affecte les vacuoles et ça affecte la distribution des cyanobactéries. Donc, je ne pense pas qu'il y ait d'éclatement, en tout cas à grande échelle des ultrasons, puisque le dispositif est relativement peu efficace.